Est-ce que l'erreur est de 1%, 2%, 3%, et ainsi de suite. Et l'erreur, elle va se répartir sur une courbe en cloche, avec une forte probabilité de faible erreur, et une faible probabilité de forte erreur. Et la forme de la courbe gaussienne, vous pouvez la calculer très précisément en fonction du nombre de lancers, quand ce nombre est très grand. Il faut attendre 80 ans avant que Laplace démontre que c'est effectivement le cas, et pas seulement pour une pièce qu'on lance en pile ou face, mais pour n'importe quelle expérience qu'on répète de manière indépendante, n'importe quelle expérience aléatoire. La loi des erreurs. Un théorème extrêmement difficile. Ouais, il est dans votre programme maintenant, je pense. Ouais. Mais il faut faire gaffe, hein, c'est dur. C'est trop facile à montrer. Si vous l'employez, ne le sous-estimez pas. Alors, on parlait de Wendelin-Werner, je fais partie comme Wendelin de ceux qui étaient fort sceptiques devant l'introduction de probabilité dans les programmes de lycée, de classe préparatoire, avec l'idée que c'est délicat sur le plan conceptuel et ça peut désorienter. Pourquoi pas l'utiliser, mais il faut faire gaffe de bien comprendre que derrière il y a toute une théorie. Alors, pour l'histoire, tant qu'on est à parler de Laplace, et qu'ici on est dans un lycée napoléonien, Laplace, il y a une histoire avec Napoléon. Napoléon, au passage, de très loin le plus calé en mathématiques de tous les dirigeants de la France, il était membre de l'Académie des sciences. Hein. Bon, un peu de piston, sans doute. Mais quand même, il discutait le coup avec les meilleurs scientifiques de l'époque. C'est un peu comme si le président de la République aujourd'hui discutait avec les prix Nobel, du boson de Higgs et des choses comme ça. Enfin. Et il couvrait littéralement de récompenses les grands mathématiciens, les Zénoblicé et tout, Lagrange. Il leur assurait des situations extrêmement confortables. Et Laplace, il a accepté de le prendre à l'essai quelque temps ministre de l'Intérieur. Ça a été un désastre. Et Napoléon a dit, c'est un géomètre de premier ordre, mais il n'avait rien à faire dans l'administration. Mieux, il allait jusqu'à introduire, il introduisait l'esprit de l'infiniment petit jusque dans l'administration. Donc Laplace, c'est le bon exemple du mathématicien qui fait un piètre ministre. Il y a des exemples de mathématiciens qui font des bons ministres aussi, comme Émile Borel, fondateur de l'Institut Poincaré. Alors, continuons avec la loi des erreurs. Adolphe Quetelet, 1846, popularise la loi des causes aléatoires et montre que cette loi gaussienne, on la retrouve un peu partout, y compris dans les problèmes de sciences sociales. Quelques décennies plus tard, Francis Galton découvrira que cette loi gaussienne, on la retrouve aussi dans des variations statistiques qui ont a priori rien à faire avec des problèmes mathématiques, comme la taille des individus, hein, ou toutes sortes de problèmes de mensuration, des problèmes en biologie. Qu'est-ce qu'il nous dit? Je connais presque rien d'aussi apte à impressionner l'imagination que la forme extraordinaire d'ordre cosmique exprimée par la loi de la fréquence des erreurs. La loi aurait été personnifiée par les Grecs et déifiée s'ils l'avaient connue. C'est bien trouvé ça. Elle règne avec sérénité et sans se faire remarquer dans la plus grande confusion, etc. C'est la loi suprême de la déraison. Et donc cette idée que quand vous avez quelque chose d'extrêmement chaotique, de ça peut émerger de manière implacable une loi mathématique comme la loi gaussienne, la loi des erreurs, la courbe en cloche. Et bien c'est ça qu'on va retrouver avec Maxwell et Boltzmann, l'idée que derrière un chaos incroyable, incompréhensible, indescriptible, on peut quand même faire des prédictions très précises. Et Boltzmann et Maxwell vont le démontrer en écrivant une équation très précise pour calculer les statistiques du gaz, l'équation de Boltzmann. Il montre aussi qu'il découvre aussi une loi physique, croissance de l'entropie. Alors, il la redécouvre. La croissance de l'entropie, on apprend ça en thermodynamique, sans avoir besoin de faire appel au formalisme statistique. Mais avec Boltzmann, on découvre que c'est aussi basé sur l'interprétation statistique. Alors personnellement, j'avais horreur
de la thermodynamique quand j'étais à votre place, quand j'étais élève en classe préparatoire. Et quand j'ai découvert les bases statistiques qu'il y avait derrière, j'ai trouvé ça fascinant. Et je suis devenu plus tard un spécialiste de l'entropie. Ça aurait énormément étonné mes enseignants de physique de classe préparatoire qui pouvaient sentir combien je détestais ça. Alors, la croissance de l'entropie, ça vous fait changer de paradigme, ça donne une nouvelle façon de prédire les événements et de les comprendre. Regardez cette expérience classique dans laquelle on met un gaz dans une boîte, on coupe la boîte en deux avec une cloison et on retire la cloison. Qu'est-ce qui va se passer? Le gaz envahit la boîte. Ça, c'est naturel. On sait que le gaz a tendance à aller où il veut. On aime bien penser qu'il y a un appel d'air, on aime bien penser que le vide aspire le gaz. Force du vide. Et Boltzmann nous dit, c'est pas du tout la force du vide. Tout ce qu'il y a, c'est que du fait des règles statistiques purement gouvernées par le hasard, le gaz veut augmenter son entropie, son désordre. Et il nous donne aussi la formule qui définit ce désordre, c'est celle que vous voyez en bas à droite. Qui permet de le calculer en pratique. Et comme évidemment c'est beaucoup plus désordonné de se répandre dans toute la boîte que de rester dans la demi-boîte, c'est ça qui va se passer. Donc Boltzmann a utilisé ce pilier conceptuel, la notion d'entropie, dès qu'il y a des règles statistiques, et puis un outil merveilleux, les équations à dérivée partielle. Moi j'entends les murmures d'admiration devant la beauté de ces objets. Tout en haut, et on regarde ça avec respect, c'est l'équation de Boltzmann à laquelle j'ai consacré une partie de mon existence. Je ne vais pas vous l'expliquer, mais juste vous dire qu'elle permet de prédire la distribution statistique d'un gaz dans lequel les molécules se cognent les unes les autres. En dessous, peut-être que vous n'aimez pas les gaz, mais vous préférez les étoiles. Ça, c'est l'équation de Vlasov qui nous permet de prédire l'évolution des galaxies. Comment est-ce que c'est vrai que notre galaxie, par exemple, va un jour entrer en collision avec la galaxie d'Andromède? Pour le savoir, on résout l'équation de Vlasov. Si vous n'aimez pas l'infiniment grand, mais vous préférez l'infiniment petit, voici l'équation de Schrödinger, qui, elle, nous permet de prédire le comportement d'une particule, d'un atome. Alors, cette image, je l'ai prise à un endroit très particulier. Est-ce que certains d'entre vous reconnaissent? Il y en a parmi vous qui sont déjà passés à côté, très clairement. Personne. Station Châtelet-Les Halles, métro parisien. Grande statue à la gloire de l'équation de Schrödinger. Il y a le principe d'incertitude de Heisenberg et tout ça. Et chaque jour, des centaines de milliers de personnes passent devant cette statue sans remarquer que dessus il y a l'équation de Schrödinger. Alors c'est comme une sorte de métaphore du fait qu'on est entouré d'équations qui régissent le monde et on s'en rend jamais compte. Alors continuons notre petit tour très vite. En dessous de l'équation de Schrödinger, on a mis une équation qui aujourd'hui est beaucoup plus mystérieuse, équation qui régit un fluide parfait, incompressible, non visqueux. Beaucoup plus mystérieuse, hein. On sait beaucoup moins de choses aujourd'hui en termes de théorie mathématique rigoureuse sur les équations de la mécanique des fluides de base que sur les équations qui régissent un atome. Encore en dessous, des cousins de cette équation-là, ça c'est Euler, des années 1750, ça c'est Navier-Stokes, du 19e siècle, les équations Navier-Stokes compressibles qu'on utilise partout dans le monde pour prédire la météo, pour des applications hydrodynamiques et tout ce qu'on veut. Parmi les équations les plus importantes qui aient jamais été écrites, extrêmement appréciées de l'industrie hollywoodienne. Hein, ce sont des consommateurs gloutons phénoménaux de résolution d'équations de mécanique des fluides, pour faire des effets spéciaux, bien sûr. Un jour, j'étais dans un colloque où il y avait une séance consacrée au traitement d'images, et il y avait le directeur de recherche et développement d'un grand studio, je ne sais plus si c'était Disney ou Pixar, mais c'était ce genre-là, qui disait devant les mathématiciens, nous devrions tous vous payer des royalties à chaque blockbuster qui sort. Tellement on utilise de techniques qui ont été développées dans le dernier siècle, dans les dernières décennies, dans les dernières années, pour faire nos films. Ici,
la dernière de la liste, les équations de réaction-diffusion avec lesquelles Alan Turing a essayé de mettre sur pied une première tentative de théorie de la morphogénèse. Comment les formes se créent, les taches sur le pelage d'animaux. Là, tout à l'heure, on m'a fait visiter le petit musée, il y avait une panthère, là. Comment se forment les taches sur le pelage d'une panthère? Comment est-ce que, alors qu'à priori, il n'y a pas de différence dans le génome des cellules et tout ça, donc il y a un problème biologique, chimique, mathématique, et derrière, le problème de l'apparition spontanée des formes que Turing a tenté d'expliquer avec ses équations de réaction-diffusion. On fait tout avec les équations dérivées partielles. Alors, pour revenir à l'équation de Boltzmann, Boltzmann démontre que l'entropie augmente, et il fait ça avec son équation. Et même il calcule la quantité d'entropie qui est produite à chaque instant. Et, comme toujours, en sciences, en mathématiques, en physique, une avancée, ça entraîne plusieurs questions ouvertes. Boltzmann, il a résolu ce problème-là, tout de suite se pose des questions naturelles. Par exemple, l'entropie augmente jusqu'où? Ce sera quoi le maximum? Alors là, vous pouvez regarder le problème dans le monde mathématique, chercher l'entropie maximale, et paf, retrouver la loi gaussienne. Ça, c'est une surprise. Il n'y a aucun rapport, a priori, entre les gaz et l'équation et les fluctuations des lancers pile ou face. Mais il nous l'avait bien dit, Galton. La loi suprême de la déraison, elle est là partout. Les mathématiciens, c'est ça qui les rend le plus heureux peut-être, c'est quand ils font la connexion entre deux objets. Il y a ça, et qu'ils comprennent pourquoi. Et cette théorie de Boltzmann et ce théorème, l'entropie maximale c'est la gaussienne, a d'ailleurs servi de base à une nouvelle démonstration de la loi des erreurs. Une démonstration très différente de celle de Laplace et successeurs, basée sur la notion d'entropie. Non seulement en mathématiques, on a des concepts qui servent à la physique, mais la physique inspire des concepts mathématiques. Bon, et à cette époque-là, à une époque, je travaillais là-dessus, c'était mon gagne-pain, si je puis dire, comprendre, par exemple, à quelle vitesse augmente l'entropie, à quelle vitesse le gaz va s'approcher de la loi des erreurs. Bon, il y a un petit mouvement, alors c'est bien, il y en a d'autres qui peuvent rentrer pour combler le vide, comme le gaz là. Alors, Boltzmann meurt en 1906, ses théories inspirent quantité de mathématiciens et de physiciens. On retrouve aussi l'entropie de Boltzmann dans la théorie de la communication, développée par Claude Shannon, qui nous sert tous les jours, par exemple quand on envoie un SMS. Et l'équation de Boltzmann, elle sert aussi aux ingénieurs, par exemple pour faire des simulations de ce qui se passe des gaz dans les moteurs. Comme quoi ça envahit aussi mathématiques, physique, ingénierie, comme la courbure de Riemann tout à l'heure. Et sur cet exemple-là, on voit aussi qu'il y a un très gros décalage entre le moment où le concept mathématique est formulé et le moment où il est mis en application par des ingénieurs. Plus de 100 ans. Parfois, l'application, elle est beaucoup plus rapide. Parfois, la théorie mathématique est développée spécifiquement pour une application. Et ça va être le cas avec le troisième héros de ce soir, Leonid Kantorovitch. Leonid Kantorovitch, né en 1912, grand physicien, grand mathématicien de l'ère soviétique, spécialiste d'analyse fonctionnelle, mais aussi de problèmes très concrets comme le transport routier ou la bombe atomique, ou la tarification des taxis. Les moscovites d'un certain âge, ils vous racontent qu'à un moment, la tarification des taxis a été bouleversée et que ça marchait beaucoup mieux. C'était l'équipe de Kantorovitch qui s'était attelée à ça. Un des pionniers de la théorie des calculateurs. Et puis, Kantorovitch, il a écrit ses chefs-d'œuvre en 1939, republié en 1959, Le meilleur usage des ressources économiques, un ouvrage qui lui vaut le prix Nobel
d'économie en 1975. Kantorowicz est donc l'un des rares mathématiciens à avoir obtenu le prix Nobel d'économie. L'histoire de Kantorowicz fait partie d'un roman totalement inclassable, paru récemment, qui s'appelle Red Plenty. Pour ceux qui sont curieux, il s'agit de l'histoire de l'économie soviétique vue sous le prisme de la planification mathématique depuis l'envol dans les années 50 jusqu'à la chute dans les années 80, et avec en particulier pourquoi ça ne marche pas quand l'élément mathématique entre en conflit avec l'élément humain. Kantorowicz est l'un des héros de ce roman, et en particulier, on voit l'épisode qui a transformé sa vie, qui l'a propulsé dans l'économie. Mathématicien, il faut toujours avoir l'esprit ouvert. C'est quand il a reçu la visite de gens de l'industrie du contreplaqué. Le contreplaqué, a priori, c'est pas très sexy. Vous avez des tranches de bois de dureté différentes que vous collez ensemble. Et il y avait des gens de cette usine de contreplaqué qui voulaient optimiser leur production et qui sont venus demander conseil à Kantorowicz. Comment faire pour optimiser les choses? Sachant qu'on a tellement de possibilités, on coupe du bois dur ici, du bois tendre là, on doit transporter de la forêt ici à l'usine qui est là, on a une machine qui est comme ceci, une machine qui est comme ça, et ainsi de suite. Tellement de combinaisons, quelle est la bonne? Kantorowicz a réfléchi, et puis il a compris que c'était un problème de programmation linéaire. Programmation linéaire, on fait ça au lycée, des fois. Vous avez un problème de maximisation, de minimisation de quelque chose. Le quelque chose est donné par une combinaison linéaire, et les contraintes sont aussi données par des équations linéaires. Je me souviens très bien d'une prof de seconde nous faisant faire des choses comme ça, et je trouvais ça passionnant. Et dans ce genre de problème, vous faites une résolution graphique quand vous êtes gamin. Vous tracez le polygone et puis graphiquement vous cherchez quel est le point qui optimise. Quand vous avez 3-4 équations, ça marche. Dans un problème contemporain de grande planification, ça peut être par exemple le problème des chemins de fer, calculer tous les horaires, toutes les tarifications et tout ça, vous pouvez avoir des problèmes avec 100 000 variables. Dans l'industrie aéronautique, on retrouve aussi des problèmes de programmation linéaire massifs. Alors il vous faut une théorie. Il vous faut des algorithmes et une théorie mathématique, et les gens comprennent bien ça. Et Kantorowicz faisait partie de ceux qui ont développé la théorie. Chemin faisant, Kantorowicz découvre qu'il arrive à résoudre un problème qu'il ne connaissait pas, problème du transport optimal posé par Monge dans les années 1780. Vous avez des sources, X1, X2, X3, X4, qui produisent des biens, et vous voulez les transférer vers des cibles, Y1, Y2, Y3, Y4, les endroits où on va le consommer, le transformer ou ce que vous voulez. Ça peut être vraiment ce que vous voulez, c'est posé de manière très générale. Comment faire pour trouver le bon appariement entre les sources et les cibles, entre les X et les Y, la bonne combinaison qui fait qu'on dépensera le moins d'énergie possible à faire ce transfert, ce déplacement. Ça, c'est un problème qui se reformule en programmation linéaire. Moi, j'avais épousé dans les années 1780 et Kantorowicz découvre qu'il a des algorithmes pour le résoudre maintenant, dans les années 1940. Voici une application de la théorie de Kantorowicz à ce problème. Vous voulez minimiser la somme des coûts pour aller des points de départ au point d'arrivée. Ça se reformule de manière équivalente à un problème de maximisation. Vous faites faire le transport par quelqu'un d'autre, qui va se rémunérer comme ça, et il va vous acheter les marchandises au point de départ, avec un prix que vous fixez, il va vous les revendre au point d'arrivée, de sorte que le profit qu'il aura fait sera la somme des prix de revente moins les prix d'achat. Évidemment, son intérêt, c'est de vous convaincre qu'il faut lui confier l'affaire, et donc il fera en sorte que le prix de vente moins le prix d'achat soit jamais plus grand que le coût de transport. En même temps, il va faire le plus de profit possible, donc il va vouloir maximiser ça. Et donc, vous voyez comment on reformule le problème de manière équivalente. Ça, c'est à la base de nombreux algorithmes de calcul du transport optimal de nos jours. Vous voyez aussi pourquoi c'est lié à l'économie, les problèmes de Kantorowicz.
Et vous voyez aussi, le rêve de Kantorowicz, c'était formuler une théorie rationnelle des prix. Et son obsession, c'était que l'économie soviétique n'était pas armée pour ça. Avec raison. À cette époque-là, la notion de prix était chargée d'idéologie considérable. Et la valeur travail qu'on met dans un objet. Et faire ce genre de recherche, c'était littéralement se mettre en danger de mort. Pour beaucoup moins que ça, vous pouviez vous retrouver au goulag ou fusillé. La seule chose qui a sauvé Kantorowicz, c'est qu'il était utile à des projets vitaux comme la bombe atomique. Et il était rigoureusement interdit de citer l'énoncé d'un de ces théorèmes de Kantorowicz en public. Impensable. Il fallait user toutes sortes de périphrases. Programmation linéaire, de nos jours, on peut très bien citer en public, et ça se trouve partout, dans les tutoriels, dans des études de microéconomie, toutes sortes de problèmes comme ceux que j'ai pris ici dans le tutoriel Internet, c'est résolu par toutes sortes de programmes, et c'est tous les problèmes qui se mettent sous la forme maximiser une fonction linéaire sous des contraintes linéaires. Encore une fois, l'idée qu'une technologie mathématique, ça peut servir à 1000 problèmes pratiques différents. Programmation linéaire, c'est l'une des recettes algorithmiques les plus utilisées dans le monde industriel en général. Alors, pour l'instant, je vous ai raconté 3 histoires, ça a été un peu longué, et vous allez vous dire, ouais, on a vu des triangles, on a vu des gaz, on a vu des prix, mais quand même, ça manque de plan cette affaire-là, 3 histoires disjointes. Même s'il y avait des morales communes. Et de fait, ce sont des histoires qui ont été développées par des personnalités différentes, dans des outils différents, dans des domaines différents, à des époques différentes. Et pourtant, c'est une découverte qui a été faite dans les années 2000, et à laquelle j'étais associé, ces 3 histoires, elles sont liées de manière intime. Et ce lien qui a été découvert, un peu par hasard, un peu par exploration, beaucoup par curiosité, il a permis de faire progresser les 3 domaines à la fois. Aussi bien la théorie de l'optimisation, que la géométrie, que la physique des gaz, surtout les 2 premiers domaines. Alors, c'est de ça que je vais vous parler pour conclure, et ce sera en particulier à mes propres recherches, dans les années 2000, avec d'autres chercheurs occupés à comprendre pourquoi les 3 histoires, elles sont imbriquées. C'est pas venu comme ça. J'ai cliqué ça sur un blog scientifique, Perception publique des sciences, vous posez une question, vous relevez le défi, vous vous documentez, vous réfléchissez, et paf, le prix Nobel. Ouais, ça ressemble plus à ça. Ah, vous posez la question, vous acceptez le challenge, vous lisez, vous voyez que quelqu'un l'a déjà fait, mince, vous reprenez, c'est pas comme on croyait, ah, le résultat extraordinaire, finalement c'est de la daube, on recommence, mais bon sang, qu'est-ce qui se passe, ça n'a pas de sens, si ça a un sens, ah c'est bizarre, ouais, oui, ça c'est logique, ça a du sens, ah mais quelqu'un l'a trouvé il y a 50 ans, bon ok, on recommence et tout ça. Ça c'est un peu le vécu de chaque chercheur. Et pour avoir une image plus complète, il faut entremêler cette espèce de boucle avec toutes les boucles des autres, parce que sans arrêt on collabore avec eux, et eux aussi passent par les mêmes phases, et on se soutient les uns les autres. C'est le genre d'aventure complètement chaotique que connaissent tous les chercheurs et que j'ai raconté dans mon ouvrage Théorème vivant il y a 2 ans. Alors dans ce cas-là, dans mon cas, les rencontres déterminantes, ça a été une avec mon collaborateur allemand Félix Otto, fin des années 90, et à l'époque il était en poste à Santa Barbara. J'étais allé retrouver le voir ensuite après notre rencontre pour bosser un peu avec lui. Et on va partout, on va dans le monde entier quand on est mathématicien. L'an dernier, j'ai fait 24 pays différents. Et autre rencontre à Berkeley, 2004, John Lott, collaborateur américain. Ça, c'est le magnifique campus californien de Berkeley. Toujours beau, vous voyez tout ça, les gens sont amicaux et tout. Et puis, sur ce campus, le très célèbre et très laid bâtiment de mathématiques. On dit que la blague en cours sur le campus, c'est que les mathématiciens sont les plus chanceux parce qu'ils ne voient pas le bâtiment de mathématiques quand ils travaillent.
Alors, quand vous y êtes, vous vous rendez compte que ce bâtiment, non seulement il est laid, mais il n'est pas fonctionnel. Il est horizontal, c'est des couches et on ne se rencontre jamais entre les couches. La rencontre, c'est la base de la recherche. Et alors, en 2004, j'étais assistant professeur invité, dans de bonnes conditions, hein, puisque j'étais invité du Miller Institute pour un semestre entier, avec 0 obligation de recherche, 0 obligation de cours, 0 obligation d'administration. Tout ce que je devais faire, c'était assister à un déjeuner une fois par semaine avec les autres membres de l'Institut et leur raconter un peu ce que je faisais. Et pour ça, vous payez 3 fois mon salaire français. C'était pas mal. Mais je m'ennuyais dans mon bureau, j'étais pas heureux parce que je rencontrais jamais personne. Jusqu'à ce que débarque John Lott, qui lui était invité d'un autre institut de recherche, il était de passage, et il arrive, il dit « Ah ouais, j'ai vu vos travaux avec Félix Otto, c'est super, et avec ça on va résoudre tel et tel problème de géométrie. » C'était un tournant important, c'est là que je me suis mis à faire de la géométrie après cette rencontre avec lui, alors qu'avant j'étais plutôt un analyste un peu probabiliste, mais pas du tout orienté géométrie. C'est comme en recherche, c'est comme dans la vie, vous rencontrez la bonne personne et c'est votre carrière entière qui est changée. Et donc on a travaillé ensemble. 4 ans plus tard, on publiait un article qui était publié notre article qui était le plus cité, je crois, de toute cette année-là en mathématiques, le plus lu, bref, le carton. 4 ans plus tard, hein, ça n'est jamais tout seul, tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Ça repose sur une analogie que je vais vous expliquer, ça sera à la fin, on va l'appeler l'expérience du gaz paresseux. C'est une façon de détecter la courbure qui est différente de celle qu'on a vue au début de la conférence. Pas avec des angles ou des trajectoires de géodésique, pas directement en tout cas. On va l'appeler l'expérience du gaz paresseux, et ça découle de travaux que j'ai fait avec Otto, travaux de Candero, McCann, Schmuckenschläger, des travaux que j'ai fait avec Lott. Il y a un chercheur allemand qui, à peu près en même temps que nous, a fait des travaux complémentaires sur le même sujet. Donc là, comme toujours, c'est un sujet international, dès le départ. Aujourd'hui, c'est des dizaines et des dizaines de chercheurs qui travaillent là-dessus, disséminés à travers l'Europe, les États-Unis, le Canada, le Japon. Alors, c'était quoi au départ? Imaginez que vous vouliez expliquer la courbure à Boltzmann. Boltzmann sort de sa tombe, il veut rattraper le temps perdu, et vous voulez lui expliquer la courbure de Ricci avec un langage qui comprend des gaz, des densités. Et vous lui dites, voilà, la courbure de Ricci c'est très facile, la courbure c'est très facile. On prend un gaz avec une certaine configuration au temps t égale 0. Et on lui impose une autre configuration au temps t égale 1, après 1 minute, disons. Et le gaz, on lui laisse le choix de s'organiser comme il veut, pourvu qu'après 1 minute, il ait la configuration finale qu'on a imposée. Si le gaz est paresseux, il va s'organiser pour aller au plus économe, pour dépenser le moins d'énergie possible, le moins d'énergie cinétique possible. On va laisser le gaz faire, et au fur et à mesure, on va mesurer son entropie en utilisant la formule de Boltzmann. Et si cette fonction entropie est une fonction concave du temps, ben ça veut dire qu'on est dans un espace à courbure positive. Alors vous voyez comme les 3 histoires sont reliées. Le fait que le gaz est paresseux, ça nous renvoie au problème de coût minimal, au problème d'optimisation. Le fait qu'on est dans une géométrie où les trajectoires peuvent être courbées, ça nous renvoie à la question de la courbure. Et la façon de mesurer le désordre du gaz, ça nous renvoie à l'entropie de Boltzmann. Les 3 éléments sont intimement liés. Intuitivement, qu'est-ce qu'on peut dire? Souvenez-vous, c'était quoi notre modèle d'espace à courbure positive? C'était la sphère. Comment ça fait 2 arcs de cercle, 2 méridiens par exemple sur une sphère? Ben, au début ça s'écarte et puis après ça se recoupe. C'est un comportement qu'on n'observe jamais dans le plan d'ailleurs, 2 droites qui se coupent, elles ne vont jamais se recouper, et sur la sphère ça marche. Et en courbure positive, ben, c'est un peu pareil. Les trajectoires vont s'écarter et puis se rapprocher. Maintenant réfléchissez. Si les trajectoires s'écartent, ben, le gaz il a tout de suite plus d'espace pour s'étaler. Souvenez-vous de l'expérience du gaz dans la boîte qui s'étale partout. Son entropie augmente en même temps qu'il s'étale. Donc s'il est plus étalé au temps intermédiaire, son entropie aura tendance à être plus élevée
au temps intermédiaire. C'est ça qu'on peut se dire qualitativement. Et c'est ça qui marche. Alors, vous allez dire, c'est juste une curiosité, c'est juste un lien. Ouais, mais c'est un lien fécond. C'était la base d'un traité de référence que j'ai écrit, ça aussi. Ça a été ma grande affaire pendant bien 2 ans. Un ouvrage d'un millier de pages qui refait la synthèse de l'ensemble du transport optimal. Et l'une des bases, c'était ça, avec des conséquences sur la théorie d'optimalité, mais par exemple des théorèmes purement géométriques, des théorèmes dans lesquels il n'y a aucun énoncé de gaz ou quoi que ce soit, qu'on a réussi à démontrer avec cette méthode, et qui tenait les géomètres en échec. Et ça illustre le fait que les idées que vous pouvez acquérir en interagissant avec le reste de la communauté, c'est beaucoup plus que ce que vous auriez pu faire tout seul. On sait bien ça en mathématiques, à tel point qu'on a des instituts entièrement consacrés à la rencontre de chercheurs. De la même façon que moi j'ai rencontré Lot un jour à Berkeley. Et ici, l'Institut Henri Poincaré, que je dirige depuis 5 ans, c'est ça son métier. Son but, c'est d'accueillir des chercheurs du monde entier sur des thèmes qui varient chaque trimestre pour qu'il y ait des colloques, des échanges, des discussions, et puis que spontanément, de cette mise en bouillonnement, mise en activité, naissent des idées auxquelles personne n'avait pensé. Voilà, j'ai fini mon histoire, et là on a compris pourquoi j'avais mis des hommes dans mon titre. Quand on parle de sciences et de mathématiques, il ne faut jamais oublier que ça se fait selon des principes de contact humain. C'est une science humaine comme toutes les sciences, au sens où elle n'est pas faite d'une manière systématique, elle est faite à coup de hasard et de rencontres. Merci. Quelques minutes, s'il y en a un ou deux qui ont quelques questions, certains qui ont quelques précisions, ou même un ou deux qui n'ont pas tout compris et peuvent réexpliquer certains points. Juste si vous voulez parler fort, on peut vous passer un micro. Vous levez. Profitez-en. Je vais vous poser une question assez simple. Cet été, en lisant un article scientifique banal, j'ai lu cette phrase qui m'a amusé. Si aujourd'hui la recherche biologique piétine dans certains domaines, c'est parce que les chercheurs biologistes ne sont pas assez forts en mathématiques. Est-ce que cette réflexion vous inspire quelque chose? Et que peut-on faire à l'Institut Henri Poincaré pour que les biologistes fassent des progrès en mathématiques? D'abord, à l'Institut Poincaré, à l'Institut Poincaré, la question de la biologie, ça nous interpelle comme tous les laboratoires de mathématiques. La bonne connexion mathématiques-biologie, la meilleure connexion mathématiques-biologie, c'est l'un des progrès scientifiques les plus attendus, les plus espérés de la science contemporaine. On a fait une expérience il y a un peu plus d'1 an, on a eu notre premier trimestre qui soit lié à la biologie sur le thème mathématique de la conservation, mathématique de la gestion des forêts, des écosystèmes et tout ça. Ce qu'on peut dire, c'est que d'abord, je suis pas d'accord avec la phrase que vous citez, selon laquelle si la recherche en biologie piétine, c'est parce que les biologistes ne sont pas assez bons en mathématiques, au sens où c'est pas le rôle des biologistes eux-mêmes d'être bons en mathématiques. Mais c'est le rôle des laboratoires que de se doter des compétences en mathématiques, et ça veut dire embaucher des mathématiciens qui interagissent avec les biologistes. Alors il se trouve que juste avant de venir ici, j'étais devant un public de biologistes, à Saint-Rémy-les-Chevreuse, je faisais un exposé devant un certain nombre de jeunes biologistes, lauréats de bourses, pour monter leur équipe pendant quelques années.
Et on parlait justement de ces questions-là, entre autres. Et ils ont conscience que la mathématique, ça envahit tout. La mathématique, ça croît. Hein. L'importance dans l'économie augmente année après année, et la place dans les autres sciences augmente année après année aussi, parce que c'est démultiplié par la puissance de l'informatique. Et tous les labos de biologie, ils sont à la recherche de gens qui sachent faire de la modélisation mathématique, qui sachent discuter avec les chercheurs biologistes, qui savent faire de la programmation en rapport avec ça. Ça, là, il y a un vrai enjeu. Ah oui. Merci. Autre question. N'hésitez pas à poser des questions sur un peu tout ce que vous voulez. Ouais, ici. S'il n'y a pas assez de mathématiques dans la biologie, n'y en a-t-il pas trop dans la finance? Il y a trop de mathématiques dans la finance, à contrario, c'est ça la question. La finance, aujourd'hui, est devenue un sujet extrêmement mathématique. Donc, la finance telle qu'elle est conçue maintenant est un sujet en soi fondamentalement mathématique. On peut interpréter votre question de deux façons différentes. On peut se demander, est-ce qu'il y a trop de mathématiciens qui font de la finance, ou trop de réflexes mathématiques dictent la marche à suivre en finance, ou est-ce que la finance en tant que telle est devenue un objet trop mathématique? Les deux sont, on peut répondre oui aux deux questions, je crois, même si nous sommes revenus de certains errements qu'il y a eu en la matière. À une époque, ça absorbait des quantités énormes des promotions des grandes écoles, les mathématiques financières, beaucoup trop importantes, ça déséquilibrait tout, aux États-Unis encore plus qu'en Europe d'ailleurs. Maintenant, après la crise, on est revenu un peu de ça. Et n'empêche que le monde de la finance est phénoménalement mathématique. Alors, pour ceux qui sont intéressés par le sujet, d'abord c'est un sujet dans lequel le problème n'est pas la mathématique en soi. Le problème c'est que la mathématique ça peut être un truc extrêmement puissant, si c'est mal maîtrisé, si c'est appliqué hors contexte, ça peut être ravageur. Pour ceux qui sont curieux, je vous recommande un petit livre qui s'appelle 6. C'est le titre. Le premier tome s'appelait 6, et puis après le gars il a fait un deuxième tome qui s'appelait 5. C'est censé avoir été rédigé par un algorithme et tout ça, c'est un peu barré, mais c'est passionnant à faire. Vous voyez, le décryptage de la finance moderne, technologiquement parlant, c'est passionnant. Vous apprenez que par exemple, ça commence à poser problème, commence à s'interroger littéralement sur la vitesse de la lumière.